Il y a 2700 ans, une guerre très violente a fait rage au Japon. Il est écrit dans les livres sacrés que 2 dieux se sont disputés le contrôle des terres du pays. Takemi Kazushi, dieu de la foudre, des épées et de la guerre, est descendu du ciel pour combattre Takemi Nakata, le dieu du vent et de l'eau. Le pouvoir sera donné à celui qui remporte le combat à main nue dans un cercle au milieu de la foule. Le dieu de la foudre finit par projeter son adversaire au sol et devient le souverain de tout le Japon. La légende raconte que c'est le tout premier combat d'un sport ancestral, plein de mythes, de légendes et de traditions, qui encore plus de 2000 ans plus tard est toujours l'une des plus grandes fiertés du Japon. Un sport cruel, parfois sombre, mécompris, mais par-dessus tout, fascinant. Avant chaque combat, les rikishi prennent du sel et le lancent sur le terrain. Le sel dans la culture japonaise sert à purifier la terre et à repousser les démons. Le doiho, le cercle au milieu, est considéré comme un autel religieux. En dessous, les japonais enterrent du sel sec, du riz lavé en offrande aux dieux, des algues, des graines de sésame et même du saké. Asashoryu est l'un des plus grands rikishi de tous les temps. Mais il aime pas les rituels lents. Il arrive, il prend une poignée de sel minuscule et il la balance comme si c'était une corvée. Le public aime pas ça. Un jour, un vieux maître lui dit que le sel est là pour chasser les démons. Si tu ne jettes pas assez de sel, les démons restent et te font perdre. Le tournoi suivant, Asashoryu perd 5 combats d'affilée. Depuis, il balance des kilos de sel à tous ses combats. Le sumo est plein de rituels. Les règles sont extrêmement simples. Il y a un cercle. Pour gagner, soit tu pousses ton adversaire en dehors, soit tu le fais tomber par terre. Tu peux utiliser ta force pour pousser ton adversaire en dehors du ring, ça s'appelle Oshidashi. Tu peux prendre sa ceinture pour le lever un peu et avancer, Yorikiri. Si l'adversaire arrive tête baissée pour te pousser, tu peux lui mettre une sorte de claque vers le bas et lui faire perdre l'équilibre pour qu'il s'écrase dans la terre et sorte du cercle. C'est très humiliant, c'est un atakikomi. Quand on plonge un peu, c'est beaucoup plus technique qu'on le croit. Ici par exemple, le rikishi en rose arrive pas à trouver la solution. Il est vraiment pas loin de pousser son adversaire, mais il résiste. Ils sont les deux au bord, donc normalement il est censé continuer de le pousser. Mais au lieu de faire ça, il va lui faire une sorte de lancer par-dessus l'épaule pour le faire tomber. C'est un mouvement extrêmement rare. C'est très physique et aussi très tactique. C'est une partie d'échec. Ton rôle en tant que combattant, c'est de t'adapter à ce que l'adversaire va faire et prendre une décision hyper rapide parce qu'entre le premier choc et la fin du combat, il y a en général une vingtaine de secondes. Ok, là par exemple, on a Hakuho, légende du sumo, 1m98, 154 kg. C'est la grande finale du tournoi d'Osaka et il est contre Kizeno Zato. Et Kizeno Zato est connu pour charger comme un tank lors du premier choc, qu'on appelle le Tachiai. Il met tout ce qu'il a pour capitaliser sur le premier impact et gagner le combat. Hakuho le sait. Il y a une règle au sumo, quand l'arbitre donne le signal, tu dois charger ton adversaire, c'est obligatoire. Si la charge n'est pas assez brusque, l'arbitre peut crier Mata, faux départ et on recommence. Les deux rikishi sont en place et Hakuho, à gauche, ne charge pas. Son adversaire le regarde mal, genre qu'est-ce que tu fous? Et Mata, il se remet en place. Deuxième départ, pareil. On sent que Kizeno Zato est en train de bouillir, il est fou de rage, c'est pas fair play. Et au prochain gong, il va vouloir lui rentrer dedans comme jamais pour se venger. On se replace pour le troisième départ. Kizeno Zato est tombé dans le piège tendu par Hakuho. Il l'a énervé, il a refusé l'affrontement, ce qui l'a rendu fou de rage. Et à la troisième relance, quand il a voulu l'exploser, Hakuho s'est décalé et l'a poussé dans sa chute. On appelle ça un henka. Et Hakuho gagnera le tournoi.
de cette manière. On dit qu'il y a 82 kimari, 82 techniques pour gagner en sumo. Les rikishi doivent être massifs pour se faire bouger le moins possible, mais ils sont aussi extrêmement musclés et souples. Donc forcément la plupart des combats c'est pas extrêmement technique, c'est plutôt basé sur de la force brute, c'est 2 camions qui se rentrent dedans. Mais il n'y a pas que ça. Lui, c'est Ura Kazuki. Il est plus petit que les autres. Il fait 1m75, donc il peut pas arriver au Tachiai et juste rentrer dans l'art de ses adversaires. Il va se faire démolir. Donc Ura, il a pas le choix que d'être extravagant. Il a pas le choix de développer des nouvelles techniques pour gagner. Là où des combats de sumo classiques ressemblent plutôt à ça, Ura, il fait ça. Pareil pour Enho Akira, 1m67, il fait toujours 20 cm de moins que tous ses adversaires. Au début de chaque combat, tu as l'impression qu'il va se faire défoncer en 2 secondes. Mais au final, il s'en sort. Au Japon, un rikishi professionnel est considéré comme un demi-dieu. Mais pour y arriver, vous n'avez pas idée des sacrifices qu'il faut faire. Ok, imaginez que vous êtes un jeune homme de 15 ans au Japon. Votre rêve est de devenir combattant de sumo professionnel. C'est le cas de Enho, un jeune sumo, 1m68, on l'a vu, très petit, qui fait moins de 100 kg. Enho, il sait qu'il n'y a qu'une seule façon de réaliser son rêve. Intégrer une écurie, une heiya. Il s'est déjà fait repérer en tournoi jeune et il a la chance d'intégrer une grande maison traditionnelle de Tokyo. Il toque à la porte pour son premier jour, où les parents sont évidemment interdits, il est tout seul. Le oyakata lui ouvre, le maître des lieux, le regarde de haut en bas, lui dit d'enlever ses chaussures. À partir de ce moment-là, tu n'as plus de nom. Tu es juste le nouveau. Tous les rikishi vivent ensemble dans une écurie, ils n'ont pas le droit d'en sortir, ils s'entraînent là-bas, ils dorment tous ensemble, là-bas. Le soir même, on te dit de dormir dans un coin du tatami, à côté des chaussures de tout le monde. Le matin à 4h30, c'est les nouveaux qui se réveillent en premier. Ils doivent tout nettoyer pendant 1 heure, sans faire aucun bruit, tout seuls. À 5h30, les nouveaux et ceux qui n'ont rien prouvé en compétition doivent commencer à s'entraîner. Ils doivent faire minimum 300 shiko, des levées de jambes jusqu'à l'épaule avant de taper par terre comme un marteau. C'est l'exercice de base du sumo. Ils font ça pendant 1h30, puis à 7h, les autres arrivent pour commencer le vrai entraînement. Et le vrai entraînement est infernal. Teruno Fuji est un grand maître sumo qui vient de Mongolie. Quand il arrive au Japon, il est solide, il pèse 180 kg à 19 ans. Dans l'écurie, le maître le mettait tous les matins contre un rikishi professionnel de 200 kg. Et il devait se charger plus de 50 fois de suite, se pousser de l'autre côté du cercle. À la 30e, Teruno Fuji, il en peut plus. Il vomit dans le seau. Le maître le relève et lui dit de continuer. Et s'il retombe, il recommence à zéro. Dans la philosophie sumo, l'entraînement doit être plus dur que n'importe quel combat réel. Donc les rikishi s'entraînent 365 jours par an, 5 heures par jour, de 7h à midi. Et tant que tu n'as rien prouvé, tu te lèves avant les autres pour faire toutes les corvées. Il y a certains fondamentaux que tu dois maîtriser. Le Butsukari Geiko, apprendre à ne jamais reculer. Quand un autre combattant charge, tu dois être prêt à recevoir la charge et l'absorber sans bouger. Shiono Fuji est un rikishi assez atypique. Il est pas gras comme tous les autres. Il fait 1m85, 130 kg et on l'appelait le loup dans les années 90 parce qu'il était plus petit et moins massif. Mais il était trop fort. Pendant 20 ans, Shiono Fuji a fait 500 levées de jambes par jour, tous les jours, pour renforcer ses muscles profonds, créer une base hyper stable et baisser son centre de gravité pour devenir absolument impossible à déraciner.
Un rikishi doit aussi être souple. Eno, le petit sumo de moins d'1m70, racontait que tous les jours, il devait travailler sa souplesse en se faisant appuyer jusqu'à ce que le ventre touche le sol. Si un combattant n'est pas souple, surtout quand t'es petit, un grand va juste passer son bras sous ton ventre et te projeter. Dans toutes les écuries, il y a aussi un poteau en bois qui est planté dans le sol. Les combattants se mettent devant, pieds écartés, et poussent violemment dessus avec les paumes ouvertes. Hakugo, l'un des plus grands de tous les temps, faisait ça 2000 fois par jour. Quand tu es bien entraîné et que tu frappes, ta paume est tellement devenue rigide que le bruit ressemble à un coup de feu. C'est pour ça que le poteau s'appelle Teppo. L'entraînement a été extrêmement dur, et après les nouveaux lavent le terrain et doivent cuisiner à manger pour toute l'écurie. Le repas classique, c'est le shanko, une énorme marmite de poulet, de porc, de poisson, d'huile. Un sumo doit grossir, il doit créer de la masse grasse, et en général, il faut peser minimum 150 kg si tu veux être compétitif. Donc tous les jours, c'est 8 à 10 000 calories par repas, puis 4 heures de sieste pour stocker au maximum la graisse. Quand un nouveau combattant arrive dans une écurie, il prend en général 30 à 50 kg en une année. Les conditions de vie sont très très dures dans une écurie. Quand tu signes à 15 ans, tu abandonnes une grande partie de ta liberté pour les 10 prochaines années. Pas de week-end, pas de vacances, tu n'as pas le droit de sortir de l'écurie sans l'autorisation de ton maître. Et souvent, avant 25 ans, c'est 0 sortie. Le sumo est très dur pour les genoux, pour les coudes. Il y a des gros risques de diabète avec la prise de poids. Sur 600 jeunes qui arrivent à l'écurie chaque année, seulement 3-4 atteindront le top. Mais pourquoi ils font tout ça ? En fait, le rêve de tous les rikishi, c'est pas de monter en première division, c'est d'atteindre le rang ultime. Le rang que, en 300 ans d'existence, seulement 75 combattants ont atteint. 75 rikishi dont le Japon se souviendra à vie. 75 rikishi qui ont eu le privilège de porter autour de leurs hanches la mythique corde blanche. Il y a environ 600 rikishi professionnels au Japon, divisés en 6 divisions. 90% des combattants sont dans les 4 divisions basses, Yonokuchi, Yonidan, Sandanme, Makushita. Tu ne gagnes rien, tu es juste nourri par ton écurie et tu fais partie des nouveaux qui font les corvées pour les autres. La plupart des jeunes arrêtent là. C'est trop dur, c'est trop violent. Ensuite, si tu arrives à tenir environ 5 ans en moyenne, tu peux monter en 2e division, Juryo. Pour la première fois, tu es payé et tu deviens Sekitori. Tu as un meilleur repas, tu portes le tablier de cérémonie et tu as un serviteur, un rikishi plus jeune qui s'entraîne pour toi dès que tu en as besoin. Il y a environ 28 sumo dans cette division. Et il y a la première division, Makuuchi. 42 sumo divisés en 2 groupes, les Maegashira, les stars du rang 1 au rang 17, et les Komozubi et Sekiwake. Ceux qui sont au top de cette catégorie s'appellent les Ozeki. Il faut au moins 33 victoires en 3 tournois pour devenir Ozeki. Et tout le monde veut te prendre ta place. C'est très très dur de maintenir ce rang. Tu dois dominer la catégorie. Et derrière ça, loin, très loin au-dessus, il y a les Yokozuna. Le grade ultime du sumo. Si tu es Ozeki, que tu gagnes 2 tournois majeurs de suite, le conseil peut se réunir, juger ton niveau, mais aussi ton attitude, ta dignité, ton charisme, et choisir de te remettre la Tsuna. La Tsuna est une corde sacrée faite par les anciens Yokozuna. Si tu atteins le rang de Yokozuna, tu dois faire la cérémonie la plus sacrée du sumo, le Doiho Iri. Les Yokozuna rentrent avec la Tsuna, effectuent des levées de jambes pour chasser les démons, des claps pour appeler les dieux, et étend les bras pour montrer sa force et sa pureté. Quand tu deviens Yokozuna, tu ne peux pas être rétrogradé. Quand tu es Yokozuna, tu n'as quasiment pas le droit de perdre. C'est toi qui dois prendre ta retraite quand tu estimes que tu n'as plus le niveau. Le premier Yokozuna a été nommé il y a 300 ans. Depuis, 70 lui ont succédé. Taiho Koki, le 48e Yokozuna, a gagné 32 Yusho et il est vu comme le plus grand de tous les temps. En 1969, blessé, il gagne son dernier tournoi avec une épaule luxée sans montrer aucun signe de douleur. Shiyonofuji Mitsugu le loup, on en a parlé, était un Yokozuna. Il était musclé comme un bodybuilder, seulement 127 kg, et il projetait des géants comme s'il pesait 70 kg. Il a popularisé le sumo à lui tout seul. Tout le monde voulait regarder ce mec musclé au regard perçant venir défoncer des gars de 150 kg.
Il a une série de 53 victoires de suite. À 35 ans, il perd contre un jeune combattant et refuse de continuer sa carrière de yokozuna. Il coupe sa shonmage, comme le veut la tradition, devant tout le Japon, en larmes. Les légendes du sport et du pays sont les yokozuna. Mais le plus grand yokozuna de tous les temps ne vient même pas du Japon. Il arrive à 15 ans, en 2000, sans connaître un seul mot de japonais. Il pèse 62 kilos, c'est ridicule. Il se fait refuser par 20 écuries parce qu'il est trop léger. Mais finalement, il a quelques contacts et il y en a une qui l'accepte. Sauf que ce gosse de 62 kilos, il a un rêve. Devenir le plus fort. Quand tu fais du sumo et que tu n'es pas japonais, tu n'es vraiment pas le bienvenu. Tu dois faire tout plus que les autres. En quelques années, il va prendre 90 kilos. Il va monter très vite. En 2003, il est Makushita, puis Juryo en 2004. C'est loin d'être le plus gros ou le plus solide, mais tant mieux, ça lui permet de développer sa technique et sa rapidité. En mai 2004, il rentre en première division, le plus jeune mongol à y arriver. Chaque année, il y a 6 tournois de sumo professionnels qu'on appelle des bashos. Chaque basho dure exactement 15 jours, avec un combat par jour pour chaque combattant. Si tu fais moins de 7 victoires, t'es rétrogradé, si tu fais plus de 8 victoires, tu montes de division. Le rêve de tout Rikishi, c'est le Zensho Yusho, le 15-0, le tournoi parfait. Extrêmement rare. En janvier 2006, il remporte son premier tournoi majeur en finissant en 14-1. Le Japon commence à se dire qu'il y a vraiment un truc avec ce gars. Et en mai 2007, il est au dernier jour du deuxième tournoi de l'année. Il est à 14-0 et il va affronter le yokozuna le plus dominant du moment, lui aussi mongol, Asa Shoryu. Hakuo a déjà gagné le tournoi d'il y a 2 mois. Et vous savez ce qui se passe si on gagne 2 tournois de suite. Le jury se réunit pour savoir si tu vas devenir yokozuna. C'est le combat le plus important de toute la vie de Hakuo. Mais en face, il y a un monstre. Il l'a fait. Il a battu un yokozuna. Il a fait 15-0. Le public jette des coussins comme le veut la tradition quand un yokozuna perd. Et il se pourrait bien que le 69e yokozuna de l'histoire vienne d'éclore sous nos yeux. Le conseil délibère. Il a le talent. Il a gagné les tournois. Est-ce qu'il a l'attitude nécessaire? Oui. Hakuo devient yokozuna à 22 ans. Yokozuna Hakuo, Tsuharai Masugao. Maintenant, il faut assumer. Le Japon est en crise. Aucun des 2 yokozuna de cette époque n'est japonais. Mais Hakuo est un modèle d'attitude. Il est extrêmement propre, presque trop parfait. Il s'adapte très vite et devient une machine. En 2008-2009, il ne perd que contre des yokozuna. Et en 2010, personne ne peut le battre. Il est sur une série de 63 victoires de suite. C'est une machine de guerre. J'ai dit que personne ne pouvait le battre. En fait, c'est faux. Il y a un autre Rikishi. Le Rikishi qui a permis à Hakuo de devenir yokozuna. Le plus dominant des années 2000, avec qui Hakuo va construire l'une des plus grandes rivalités de tous les temps. Mais contrairement à Hakuo, il était beaucoup plus problématique pour le sumo japonais. En 1999, un jeune guerrier mongol avec un regard de feu débarque à Tokyo. Ça vous rappelle rien?
Asa Shoryu vient d'une famille ancrée dans la lutte mongole et il va transposer ce style au sumo japonais. Et il va exploser extrêmement vite. En 2001, il fait ses débuts professionnels. En 2002, il est dans la division Juryo et 4 mois plus tard seulement, il intègre la première division Makushi. En novembre 2002, il est au 15e jour du tournoi en 13-1 et il affronte le Yokozuna Musashimaru, 1m92, 235 kg. Dès le début, Musashimaru charge comme un bœuf, mais Asa Shoryu résiste et il lui envoie un violent Ushidashi. Il l'a fait. 14-1, son premier titre contre un Yokozuna. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est seulement son 23e combat en Makuuchi. C'est littéralement l'ascension la plus rapide de l'histoire de ce sport. 3 mois plus tard, Asa Shoryu doit remporter son deuxième tournoi pour espérer devenir Yokozuna. Aucune pression, il détruit le Ozeki Muzoyama en finale. Grâce à cette victoire, il devient le 68e Yokozuna de l'histoire et le deuxième Yokozuna non japonais. Et ça va pas du tout plaire à tout le monde. Les Japonais sont très conservateurs, encore plus avec le sumo. Le Yokozuna, le plus dominant de leur sport, vient de Mongolie. Entre 2003 et 2007, Asa Shoryu est le seul Yokozuna en activité et il règne sur le sport. Il commence 2004 avec 2 tournois parfaits de suite, 15-0, 15-0. Personne n'a fait ça depuis des années. Asa Shoryu gagne 5 des 6 tournois de l'année en 2024 et 6 tournois sur 6 en 2025. C'est légendaire. Personne n'avait jamais réussi à gagner les 6 tournois dans l'histoire de ce sport. Pour vous donner une petite comparaison, vous connaissez peut-être les 4 grands chelems du tennis. Personne n'a jamais réussi à gagner les 4 en une année chez les hommes depuis 80 ans. Asa Shoryu, dans son sport, a gagné les 6 tournois majeurs dans la même année. Ouais, il est monstrueux, mais en dehors de ça, il va enchaîner les polémiques sur son comportement. En tant que Yokozuna, tout le monde attend de toi que tu respectes le code de dignité. En 2003, il décroche le triste titre du premier Yokozuna disqualifié d'un tournoi pour avoir tiré les cheveux de son adversaire, ce qui est absolument interdit. Quand tu gagnes un tournoi, on te remet la coupe de l'empereur. La tradition veut que le combattant la reçoive de la main droite. Asa Shoryu la prend souvent de la main gauche en justifiant qu'il est gaucher. Nous, en tant qu'occidentaux, on peut se dire qu'on en a rien à foutre, mais c'est très très mal vu par les puristes. Les sumo doivent tenir un code de dignité. Dans la même idée, un sumo ne doit pas célébrer sa victoire et il doit rester stoïque. Après avoir battu Hakuo au jour 15 du tournoi, on voit Asa Shoryu lever les 2 bras en l'air. Asa Shoryu est très très critiqué pour ce genre d'attitude. En 2007, il remporte le Basho de Nagoya et déclare forfait pour la tournée régionale parce qu'il est blessé au dos. Mais on le voit dans une émission de télé en train de jouer au foot en Mongolie pour un match caritatif. Un Yokozuna n'a pas le droit de pratiquer un autre sport, surtout blessé. Il va se faire suspendre de 2 tournois majeurs et sombrer dans une profonde dépression en partant se soigner en Mongolie. À ce moment-là, tout le monde se dit que c'est la fin du Yokozuna le plus dominant des années 2000. Mais pendant ce temps-là, il y en a un qui a repris le flambeau. Le deuxième Yokozuna mongolien, Hakuo. La rivalité entre les 2 Mongols est de loin l'une des plus marquantes de l'histoire du sumo. D'un côté, on a Asa Shoryu, très explosif, très violent dans ses combats. Il va mettre des grosses claques, charger fort, très à l'instinct. Et de l'autre, Hakuo, très froid, calculateur, toujours dans la retenue. En 2004, ils se croisent 4 fois, 4-0 pour Asa Shoryu, qui est déjà Yokozuna. En 2005, 5-0 pour Asa Shoryu. Mais Hakuo progresse et en 2006, il commence à devenir une menace. Il va battre Asa Shoryu pour la première fois au tournoi de Osaka. Mais c'est en 2007 que la rivalité va prendre un tournant. En mars 2007, les deux sont à 13 victoires pour 2 défaites au 15e jour du tournoi. On va donc en play-off, le combat final pour déterminer le vainqueur. À ce moment-là, Hakuo n'est pas encore Yokozuna, c'est pas lui qui a la pression. Le premier combat était très violent, mais Hakuo avait trouvé la faille. Il va pas falloir craquer. Incroyable.
dans le combat qui détermine le vainqueur, Hakuho lui a projeté la tête vers le bas et l'a forcé à toucher le sol. Même Asa Shoryu est choqué. Pluie de coussins, un Yokozuna a perdu et un autre vient d'éclore. En 2007, Asa Shoryu est suspendu et Hakuho règne, mais il va revenir en 2008 et la tension entre les deux est à son paroxysme. Il y a une animosité qui règne entre ces deux-là. En 2008, un événement très rare va se produire. C'est la même finale d'affilée à 2 tournois consécutifs. En janvier, Asa Shoryu fait son grand retour. Il arrive, tout comme Hakuho, à 13-1 au jour 15. C'est donc, encore une fois, le combat final pour le titre. Le combat est très serré et les deux hommes se tiennent pendant plus de 30 secondes, mais Hakuho trouve la solution et remporte le tournoi. Trois mois plus tard, les deux hommes sont à 12-2 au jour 15. C'est le gagnant de ce combat qui déterminera le champion. Asa Shoryu l'emporte pour gagner son 22e tournoi à égalité avec la légende Takano Hana. Ce sont les deux hommes qui dominent le sumo. Ils se respectent, mais il y a une grosse animosité. Comme ici, 2 mois plus tard, quand Asa Shoryu, même après avoir gagné, continue de pousser Hakuho. Ce regard, vous le voyez, ce regard entre les deux, entre 2 Yokozuna après un combat, c'est du jamais vu. Pendant plus de 5 ans, la rivalité entre ces deux-là va être exceptionnelle. Mais le temps commence à rattraper Asa Shoryu. Les blessures s'accumulent, il doit déclarer forfait pour les 2 derniers tournois de 2008. C'est peut-être la fin du plus grand Yokozuna des années 2000. En fait, pas complètement. En 2009, il revient comme une tempête et sort une série exceptionnelle de 14 victoires de suite, victoire en play-off contre Hakuho et gagne son 23e Yusho. Asa Shoryu est de retour. Mais non. Son statut de Yokozuna est en train de s'effriter. En 2008-2009, il devient trop virulent. Il conteste les décisions des arbitres, célèbre trop ses victoires et montre des gestes de frustration. En janvier 2010, la goutte d'eau arrive. En plein milieu du tournoi de janvier, la rumeur selon laquelle Asa Shoryu, ivre, aurait agressé un homme à la sortie d'une boîte de nuit, tombe. Asa Shoryu va finir par gagner le tournoi, mais le mal est fait. Son écurie tente de masquer l'affaire en disant que c'était pas lui, c'était son manager, mais c'est trop tard. Un Yokozuna ne peut pas se comporter de cette façon. Personne ne peut lui enlever son titre. Mais le 4 février 2010, Asa Shoryu, en costume et en pleurs, annonce sa retraite forcée. Il quitte le sumo alors qu'il venait de remporter son 25e titre, à 29 ans, laissant Hakuho seul, sans rival de son niveau. C'est une bien triste fin pour le Yokozuna le plus agressif de l'histoire du sport. Et même si Asa Shoryu a divisé, il a ravivé la flamme du sumo. Pour beaucoup, c'est du gâchis de laisser partir l'une des plus grandes légendes de ce sport pour un incident comme celui-là. Mais le monde du sumo est intransigeant. Il est tellement intransigeant que seulement 1 an plus tard, le sport entier va baigner dans l'affaire la plus sombre de son histoire. Une affaire qui va aller tellement loin qu'elle va menacer d'éteindre le sumo japonais à tout jamais. Le sumo est extrêmement proche du Shinto, la religion japonaise. C'est pas juste un sport, c'est littéralement une part de la religion. Et en 2011, des millions de gens vont découvrir une facette bien sombre du sumo. Tout commence en 2010. La police japonaise enquête sur des paris truqués dans le monde du baseball professionnel, le sport le plus populaire là-bas avec le sumo. Ils réussissent à récupérer des téléphones de suspects et par hasard, en fouillant dans ces téléphones, ils récupèrent des messages entre des bookmakers et des rikishi. Dans les messages, on voit des arrangements pour truquer les matchs, soit pour de l'argent, soit pour ne pas être rétrogradé dans la division d'en dessous en cas de défaite. La police va lancer une enquête spécialisée sur le monde du sumo, et ils vont tomber dans un terrier de lapins absolument phénoménal.
Il découvre que des dizaines de lutteurs sont impliqués, certains maîtres d'écurie étaient même au courant, mais ne disaient rien. Parmi eux, Koto Mitsuki, un Ozeki et d'autres lutteurs de première division. La police transmet les résultats de son enquête à l'association japonaise de sumo, et le scandale éclate. Le sumo est truqué. Ce sport si sacré, basé sur des valeurs nobles, le sport avec la plus grande tradition du monde, est totalement sali. Donc les sponsors partent, les audiences télé chutent de 50%. Le président de l'association démissionne en larmes le 2 février. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le tournoi de mars d'Osaka est annulé. C'est un choc national. Si le sumo est humilié, le Japon est humilié. À la place du tournoi d'Osaka, on organise un tournoi test à huis clos, sans public, sans prix, sans télé. Et plus l'enquête avance, plus on se rend compte que des millions de yens ont été mis en jeu. Certains bookmakers étaient même en lien très étroit avec les Yakuza. Plus personne ne regarde le sumo à la télé, plus personne ne vient au stade, le sumo n'est plus sacré. Et si le sumo n'est plus sacré, le sumo n'est plus du sumo. Même des légendes comme Hakuo ou des retraités comme Masashoryu sont soupçonnés, mais innocentés ensuite. Et surtout, le scandale a été relevé en 2011, mais il existe depuis des dizaines d'années. Des dizaines de réformes ont été mises en place. Commission anti-fraude, audit anti-yakuza, les lutteurs doivent signer un serment de non-trucage. Le sumo perd plus de 70% de ses revenus et va sombrer pendant plusieurs années dans une période bien triste de son histoire, sans même savoir s'il se relèvera un jour. Les jeunes japonais s'intéressent plus au sumo, il n'y a même plus de talents prometteurs japonais. Et les scandales vont continuer. Haruma Fuji est un yokozuna respecté, promu en 2012. Il vient aussi de Mongolie, mais il est explosif, puissant, il se tient très bien, il incarne très bien les valeurs du Japon. Mais en 2017, dans une tournée régionale, plusieurs rikishi vont boire un verre le soir. Takano Iwa, un jeune sumo mongol aussi, est sur son téléphone quand Haruma Fuji lui parle. Pour lui, c'est un manque de respect absolu. Un yokozuna te parle, tu écoutes. Sous l'effet de l'alcool, il va lui frapper la tête avec une télécommande, puis avec une bouteille de bière. Hakuo est là, il essaie d'intervenir, mais le jeune sumo finit quand même avec une fracture du crâne, commotion cérébrale et 10 jours d'hospitalisation. Le scandale explose. Un yokozuna ne peut pas se comporter comme ça. Haruma Fuji annonce sa retraite immédiatement. Un deuxième yokozuna en 10 ans qui annonce sa retraite à cause d'un scandale, alors que ce n'était jamais arrivé dans le passé. Aucun yokozuna japonais n'est actif. Le sumo sombre. Et heureusement que Hakuo tient la barre. Mais la barre, par contre, il la tient très bien. C'est simple, Hakuo est considéré comme le plus grand combattant sumo de tous les temps. Il va enchaîner en 2010 une série de 63 victoires de suite. En janvier 2015, il remporte son 33e tournoi et bat le record de la légende Taihiro. 1187 victoires en carrière, record. 1093 victoires en top division, record. Plus long règne d'un yokozuna. Dites-vous que de 2007 à 2021, il gagne environ un tournoi sur 3. Il y a des années où il prend 4-5 tournois sur les 6. Sa technique est parfaite, son endurance est exceptionnelle, il est aussi incroyable en mind game, on l'a vu en début de vidéo, il arrive à lire ses adversaires et il s'adapte instantanément. Entre 2010 et 2015, il est tellement fort que les autres préparent les stratégies spéciales Hakuo, mais ça ne marche pas. Mais forcément, derrière toute cette gloire, il y a quand même une rançon. Hakuo est adoré pour sa victoire, mais de l'autre côté, on n'aime pas qu'il y ait un gars qui domine depuis des années, et encore moins un nom japonais. Il est parfois critiqué pour son style, pour son caractère, ce qui est amplifié par le fait qu'il vient de Mongolie. Il utilisait souvent le henka pour gagner plus vite, ses techniques est vu comme non noble, surtout pour un yokozuna. Tu dois affronter de face ton adversaire quand tu es yokozuna. Son style est parfois trop agressif, il met beaucoup de gifles, des prises dures, il peut même lâcher des grands cris de victoire, mais tout ça, ça fait partie du sport. La réalité est que Hakuo a dominé comme personne et tenu le sumo dans l'une de ces périodes où il en avait le plus besoin. Mais petit à petit, il y a un adversaire contre qui Hakuo ne peut rien faire. Le temps. Son corps commence à le lâcher, il accumule les blessures, genoux, chevilles, orteils, il rate plusieurs tournois, mais quand il revient, il domine. En 2019, il gagne 3 tournois sur 6, dont un 15-0 en mars. Mais la pression commence à monter.
Un Yokozuna ne peut pas se permettre de perdre autant et, subtilement, l'association et les médias le poussent vers la sortie pour qu'il préserve sa dignité. En 2020, il enchaîne les blessures, attrape un Covid violent et personne ne sait s'il va vraiment revenir. Et en juillet 2021, tournoi de Nagoya. À 36 ans, Hakuho est en fin de contrat et la fin est proche. Il doit juste se contenter de montrer un beau visage, de gagner au moins 8 combats et on lui en demandera pas plus. Mais il sort un tournoi exceptionnel. Au jour 15, il est à 14-0 et il affronte le jeune prodige japonais Teruno Fuji. Ça serait magnifique de sortir un dernier 15-0. On n'a jamais vu dans toute sa carrière Hakuho hurler de joie comme ça. Cette victoire, elle veut tout dire. Sa 45e Coupe de l'Empereur, son 16e 15-0. Un dernier cadeau au monde du sumo. Hakuho wins the Emperor's Cup for the 45th time. Et 2 mois plus tard, Hakuho annonce sa retraite. Devant 10 000 personnes en pleurs, il coupe symboliquement sa shonmage, la queue de cheval des guerriers sumo, et laisse une trace indélébile sur le sumo japonais. C'est le plus grand combattant de tous les temps. C'est la fin d'une ère. Quand Hakuho prend sa retraite, il y a un vide absolu dans le monde du sumo. On est post-Covid, donc les combats étaient à huis clos, il n'y a plus de stars, il y a eu les dramas, le sumo n'avait plus d'argent, donc pour former des nouveaux prodiges et les attirer, c'est très très compliqué. Hakuho est parti. Le sumo est devenu le 5e sport préféré des Japonais, derrière le basket, derrière le foot. Est-ce que vous connaissez un joueur de foot japonais ? La seule façon de remettre le sumo à l'endroit, c'est en racontant des histoires. Des histoires épiques, des histoires humaines, avec des combattants hors du commun, pour recréer au sumo des valeurs. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a une en 2021. Peut-être l'histoire la plus épique du sumo, qui vient sauver le sport au moment où il en avait le plus besoin. Teruno Fuji Haruho est un combattant, lui aussi mongolien. Il est arrivé au Japon en 2009 quand il avait 18 ans, il fait ses débuts en 2011 et il monte comme une fusée. À 23 ans, il est déjà Ozeki, le champion de la top division, et il est vu comme la future star du sumo. Tout le monde le voit comme le successeur de Hakuho. En mai 2015, il va même battre la légende pour remporter son premier tournoi. Mais il va se manger une descente aux enfers, comme on en voit rarement. Son corps le lâche. Double rupture des ligaments croisés, ménisque déchiré, arthrose précoce au genou. Il a aussi des problèmes aux reins, une hépatite, du diabète causé par la prise de poids massive qu'il a subie. C'est trop. Il peut plus du tout combattre. Et en 2017, pour lui, tout s'effondre. Il subit sa première grosse opération du genou, mais il force et du coup il revient trop vite. Les classements en sumo sont très cruels. Si tu perds plus de combats que tu n'en gagnes dans un tournoi, tu descends automatiquement en division. En novembre 2017, il passe de Ozeki à Sekiwake. C'est une humiliation pour un ancien champion comme lui. Et la descente n'est pas finie. 2018-2019, infection post-opératoire, nouvelle opération, il en aura 19 au total. Il tombe en 2e division, puis 3e, puis en Yonidan en juillet 2019, la 5e division. À 23 ans, il gagnait des basho contre des Yokozuna. À 27 ans, il perd contre des gosses de 15 ans, il doit redormir par terre dans son écurie et faire les corvées comme un nouveau. Il a qu'une envie, c'est d'arrêter. Et c'est bien logique.
Il pleure tous les soirs, il planifie même de retourner en Mongolie, mais son père lui dit que s'il arrête maintenant, il va le regretter toute sa vie. Il faut qu'il s'accroche, qu'il essaye encore. Plus personne s'intéresse à lui, il gagne plus d'argent, il est bien loin du futur qu'on lui escomptait. Mais en 2020, Teruno Fuji se marie à une japonaise, avec qui il va avoir un enfant. Et c'est absolument pas possible que son enfant grandisse en voyant son père dans ces conditions. Donc il va se battre. Il ajuste ses entraînements, moins de choc, plus de souplesse. Il affine sa nutrition pour qu'elle soit optimisée pour le diabète. Et il y va. La montagne va être très 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 haute. Personne n'est jamais revenu de si bas. Il commence à remonter lentement. Il gagne en Yonidan, Sanane, Makushita. En fin 2020, il est de retour en Juryo. Chaque victoire est une étape. Il continue, il travaille plus que tout le monde. Il est absolument obsédé. Et il commence à y croire. En 2021, il fait son retour en Makushi dans le rang le plus bas. Et il gagne le Basho de mars en 12-3. C'est le combattant avec le rang le plus bas à remporter un tournoi depuis 90 ans. Mai 13-2, deuxième. Tous les Japonais reviennent progressivement pour voir le comeback de leur héros d'il y a 10 ans. En juillet, il est en 14-0 au jour 15 et il affronte celui dont on disait 10 ans plus tôt qu'il était la relève et pour qui c'est le dernier tournoi de sa carrière. Il perd en play-off, mais le message a jamais été plus réel. Hakuo arrête, donc vas-y petit, le champ est libre. Et en septembre 2021, il est à 12-2 au jour 15. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il gagne au jour 15, le conseil se réunit et décide s'il mérite de recevoir la mythique Suna. Après tout ce qu'il a fait, c'était inespéré. Il faut gagner aujourd'hui. Tout le monde a suivi l'histoire de ce prodige tombé bien trop bas, le corps rongé, qui a tout sacrifié pour remonter de la division la plus basse, qui a dormi par terre, qui a tout adapté mais qui n'a jamais lâché. Aucun Yokozuna n'a connu une telle descente, et aucun combattant n'était remonté. En 2021 et 2022, il règne seul. Il gagne le Basho de novembre, puis il gagne 4 des 6 tournois en 2022. Mais il sera absent des 2 derniers car ses démons sont toujours bien proches. Double opération des genoux en 2022, il revient en mai 2023 après sa chirurgie et gagne le tournoi. En 2024, il remporte son 10e tournoi. Il a remis la lumière sur le sport. Il est le seul Yokozuna actif et il porte le sumo pendant des années. En janvier 2025, son corps ne peut plus. Il annonce sa retraite et part le cœur léger, en sachant qu'il a tout donné et qu'il a à nouveau remonté cette foutue montagne. 本当に激しいその人生だったかなと振り返って思います。いい時も悪い時もありましたけど、その人生を2回楽しむいい機会になったんじゃないかなと思うし、そしてたくさんの方に支えられてきたなっていうのは実感してます。自分に常にかけた言葉はもう誰よりも努力して自分で嘘つかないで自分に負けるなっていう、それを常に自分に言い聞かせてました。Je vous ai dit que les Rikishi étaient des dieux au Japon. Pourtant, c'est l'histoire la plus humaine des 50 dernières années qui a ramené les gens dans les stades. « 2025 a peut-être été l'année la plus excitante des 20 dernières années dans le monde du sumo. 2 Yokozuna ont été promus dans la même année, c'est très rare. Oshoryu Tomokatsu est le neveu de Asashoryu, le bad boy du sumo des années 2000. Il est charismatique, il parle parfaitement japonais et il domine le début d'année. Derrière, Onosato Daiki est le premier Yokozuna japonais depuis un long moment. Il est puissant, explosif, massif, c'est un tank. Sa cérémonie d'introduction est un soulagement au Japon. Ensemble, ces deux-là portent la rivalité la plus excitante depuis Hakuo Asashoryu.
Onosato est très puissant, Oshoryu est plus dans les esquives et les prises. Ils se sont affrontés au mois de mai, au jour 15 du tournoi de Basho. Le Mongol l'a emporté, mais c'est le Japonais qui a gagné le tournoi. En septembre, rebelote, jour 15. Victoire de Oshoryu encore une fois, mais Onosato gagne plus de combats sur la quinzaine et gagne encore le tournoi. Les stades sont pleins, l'audience explose, le sumo se développe en dehors du Japon pour la première fois, avec un Basho qui s'est déroulé à Londres en octobre, et un autre à Paris en mi-2026. 2 Yokozuna sur le toit du monde. Derrière, tout le monde parle d'une future star. Aonishiki Arata, un combattant de 21 ans venant d'Ukraine, qui commence par la lutte gréco-romaine en finissant 3e au championnat du monde junior avant de fuir le pays en 2022 lors de l'invasion russe. Il se retrouve 2 mois plus tard tout seul au Japon, sans savoir parler japonais à 18 ans. Mais il apprend la langue, il s'adapte et il explose très vite. En 3 ans, il est déjà en première division et il est devenu Ozeki en novembre 2025 en remportant le premier Yusho de sa carrière contre Oshoryu. S'il performe au prochain tournoi, il pourrait devenir le tout premier Yokozuna européen de l'histoire des sumo. Le sumo s'ouvre, le sumo se renouvelle, le sumo se diversifie. Vous avez sûrement cliqué sur la vidéo en ayant juste la vision du sumo comme des gros qui se battent. Maintenant, vous savez que le sumo, c'est ça.